me présente, je suis Caroline Cohen, je suis directrice emploi, formation, compétences, mais beaucoup ici déjà me connaissent au sein de la PFA, donc plateforme automobile et mobilité. Jamais la question des femmes et des hommes n'a été à ce point au cœur des défis industriels, qu'il s'agisse de véhicules légers ou de véhicules lourds. La trajectoire de baisse des émissions et l'électrification place notre industrie face à la plus grande transformation des métiers et des compétences de son histoire. Pour aborder ces défis et les stratégies de transformation des compétences qui sont à l'œuvre, nous avons le plaisir d'avoir la présence de 5 intervenants du monde économique et du monde académique. Donc Jean-Baptiste Balif, qui est directeur Hydrogène Académie Symbio, Gabriele Fioni, qui est, donc monsieur le recteur, bonjour, délégué à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, Nathalie Fontaine, directrice compétences et développement Renault Trucks, Marc Mortureux, directeur général, mon directeur général, et Olivier Poncelet, délégué général de l'Union TLF, des entreprises transport et logistique de France. Alors, avant de démarrer les échanges, nous vous proposons de vous présenter une courte vidéo sur les innovations technologiques et innovations pédagogiques de la filière. Donc, une courte présentation de nos transformations. Je vais maintenant demander à Marc Mortureux, directeur général de la PFA, de prendre la parole pour dresser un panorama et nous éclairer sur l'anticipation des besoins liés à la transition énergétique dans le transport routier. Merci, Marc. Merci. Donc, bonjour tout le monde, rebonjour. On avait pensé que oui, les compétences, les emplois, c'est un sujet central. Bon, effectivement, on a un petit peu de mal à mobiliser, mais ça sera l'occasion de débattre entre nous et voilà, c'est un beau sujet. Donc moi, je voulais juste en introduction, tout à fait en lien avec la table ronde qu'il y a eu en fait précédemment, redonner quelques éléments de chiffres pour montrer quels sont les défis qu'on a devant nous et voir comment derrière, effectivement, tout ça va se traduire sur le plan des compétences, des emplois. Moi, je rappelle simplement que toute cette transformation, elle est liée au fait que, voilà, on a besoin de réduire fortement les émissions de CO2. Je rappelle quand même que le transport, c'est quand même la première source en France d'émissions de CO2. Vous le voyez, ça, c'est le graphique du secrétariat général à la planification écologique qui, par rapport à l'obligation que la France, les engagements qu'elle a pris de réduire de 50% ses émissions de CO2 depuis 1990, donc en 40 ans, globalement, qu'est-ce que ça donne dans chacun des grands domaines? Bon, les transports, vous le voyez, c'est le seul domaine où les émissions de CO2, globalement, ont un peu grimpé entre 1990 et 2022, alors qu'il faudrait baisser très, très fortement. Donc, on voit le défi gigantesque en 8 ans, en 7 ans, qu'il faut faire dans le domaine des transports. Ça concerne évidemment les véhicules légers, ça concerne également les véhicules lourds, ça concerne les autres domaines que le routier, mais le routier, c'est quand même une grosse part. Donc voilà, le défi est absolument considérable. Et globalement, on a des débats depuis maintenant pas mal d'années. Moi, ça fait au moins 3 ou 4 fois que je viens à Solitrans, et déjà, en 2019, il y avait beaucoup de camions à énergie alternative, de camions électriques et autres. La difficulté quand même, c'est que ça met du temps et qu'aujourd'hui encore, la part de marché de vente de véhicules, des camions électriques reste encore très faible. Et on voit bien qu'on est dans un contexte où il va falloir que ça décolle et que ça décolle vite, parce que sinon on ne tiendra pas les objectifs. Et là, je vous rappelle juste sur ce graphique ce qui est en train d'être discuté au niveau européen sur les véhicules industriels par rapport à 2019, et ça a été présenté dans le cadre de l'étude visionnaire tout à l'heure. Voilà, il faut atteindre moins 15% en 2025 par rapport à 2019. C'était moins 30% en 2030
ça devrait passer à moins 45%. C'est des objectifs extraordinairement ambitieux. Quand on voit combien aujourd'hui, effectivement, ça nécessite des transformations, je dirais un peu à tous les étages, hein, et qu'il y a quand même des problèmes aussi de coûts, hein, et d'infrastructures qui mettent du temps à se régler. On en a un peu d'expérience avec les véhicules légers. Donc voilà, je vous remets pour les véhicules légers la transition, qui a démarré plus tôt. Hein, on voit, hein, que depuis 2018, où on était à moins de 2% en fait, hein, de véhicules électriques ou hybrides rechargeables, on atteint maintenant 16% de véhicules électriques, et dedans, il y a les véhicules utilitaires légers, hein, également, et on doit aller au moins 100%, donc au 100% de véhicules zéro émission en 2035. On y arrivera, on n'y arrivera pas. En tout cas, on est sur cette trajectoire aujourd'hui d'avancer là-dessus, mais on voit bien que ça prend du temps. Hein, voilà. Et du coup, par rapport à ça, je vous mets juste pour finir, pour vous donner un petit peu de quoi on parle. Au niveau, là, c'est uniquement la partie industrielle, hein, sur l'automobile, y compris évidemment les véhicules industriels. On est à peu près à 356 000 emplois aujourd'hui en France. Ça a baissé régulièrement. Hein. On était plutôt à 400 000 il y a 5 ans. On a à peu près perdu 70 000 emplois en 10 ans, hein, dans la filière automobile. On voit là un peu la répartition, et on voit, nous sommes en Auvergne-Rhône-Alpes, effectivement la région, hein, qui a la plus grande concentration d'emplois par rapport à ça. Et on voit bien tous les défis qu'on a. Et pourquoi ? Parce qu'on a à la fois à voir comment on arrive à attirer les compétences dont on a besoin dans ces nouvelles chaînes de valeur qu'on doit mettre en place. Mais en même temps, on voit bien que pendant encore longtemps, on aura un mixte énergétique, à la fois, disons, électrique, batterie, hydrogène, gaz, diesel, baissant, etc. Enfin, il va y avoir un mixte, en tout cas, c'est ce qu'on a vu, et très, très probablement. Il faut aussi, le défi, c'est quand même aussi de conserver et de renouveler quand même un certain nombre de compétences aussi dans toutes ces technologies. Et ça, c'est pour la partie industrielle. La partie service, évidemment, également très importante. La partie des transporteurs. Et à chaque fois, ça demande vraiment de travailler à des stratégies un peu nouvelles, parce que ça modifie profondément quand même beaucoup de choses. Et donc, juste pour finir, hein, je mets une carte. Ah, tiens, la carte a disparu. Normalement, c'était une carte de France. Voilà. Vous l'imaginez. Voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ce n'est pas grave. En tout cas, c'était juste pour illustrer que la filière, et notamment sous l'impulsion de Caroline, se mobilise énormément pour développer toute une série de programmes, je dirais, de formation pour répondre aux besoins des nouvelles chaînes de valeur qui se développent. Donc évidemment, dans le nord de la France, les Hauts-de-France, tout le domaine des batteries avec les gigafactories de batteries, mais c'est également l'hydrogène. On a dans cette région, voilà, des grandes implantations, développement de nouvelles technologies dans le domaine de l'hydrogène, mais c'est aussi la cybersécurité, c'est aussi l'économie circulaire, c'est l'électronique de puissance, bref, beaucoup de grands dossiers avec ce défi, et je finirai un peu là-dessus, où globalement, hein, véhicules industriels et véhicules légers, on a à la fois géré le fait qu'il y a des reconversions à faire pour toute une série de salariés qui vont être impactés par la baisse progressive du thermique, donc d'une part, et de l'autre côté, de réussir à attirer suffisamment de talents et de compétences pour faire face aux besoins dont nous avons besoin pour monter en puissance dans ces nouvelles chaînes de valeur. Donc voilà, c'est quand même un gros défi, passionnant, et moi j'aime à dire malgré tout que la filière automobile et véhicules industriels, c'est vraiment une filière qui se bouge, qui aujourd'hui est engagée de façon très concrète, hein, on n'est pas dans le PowerPoint, on est vraiment maintenant dans cette transformation au fond, qui a des défis absolument formidables à relever, je trouve, pour des jeunes ingénieurs, des jeunes techniciens. C'est vrai que c'est super intéressant, on est vraiment au carrefour, je trouve, d'enjeux environnementaux, technologiques, sociétaux, hein, puisqu'on voit bien aussi qu'il y a beaucoup de débats, hein, sur la... Et donc, notre objectif aussi, c'est à la fois d'anticiper ces transformations, mais c'est aussi de donner de cette filière une image positive, parce que réellement, elle apporte une contribution sociétale qui est absolument majeure. On l'a vu d'ailleurs pendant le Covid, et que nous avons besoin aussi de cette image positive pour convaincre les jeunes, les femmes, l'ensemble, disons, des
personnes prêtes à rejoindre cette belle filière au sens large du terme, pas évidemment que l'industrie, encore une fois, il y a évidemment tout le monde des utilisateurs, des transporteurs et le monde des services qui vont être très largement impactés par toutes ces évolutions. Donc voilà ce que je voulais dire un petit peu en introduction à cette table ronde et pourquoi on avait un peu choisi ce thème-là, parce qu'en plus, je pense qu'il a vraiment du sens sur le plan collectif, parce que je pense qu'individuellement, chaque entreprise, effectivement, se bat pour essayer d'attirer les talents, etc., mais que c'est quand même à chaque fois, disons, un défi qui n'est pas simple et qu'une dimension aussi collective est un élément important dans cette thématique qui voilà, nous concerne tous. Voilà, merci beaucoup et puis bonne table ronde. Merci Marc pour cet éclairage. Je vais maintenant inviter nos intervenants à me rejoindre sur scène. Merci beaucoup. Alors tout d'abord, une première question pour chacun d'entre vous. Alors je vous demanderai lors de vos prises de parole de pouvoir vous présenter et présenter aussi votre entreprise ou votre organisation. Donc une première question, de savoir quels sont les grands enjeux de transformation de vos activités, quels en sont les impacts sur les emplois et les compétences et quelles sont les problématiques que vous rencontrez actuellement. Et je propose tout d'abord à Nathalie Fontaine pour Renault Trucks de pouvoir évoquer ces enjeux. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, on l'a vu avec Marc juste à l'instant. Donc moi, je représente Renault Trucks, je suis DRH de Renault Trucks et je m'occupe également du développement des compétences pour la partie retail de l'entreprise. Et donc on vient juste de le voir, le défi est de taille, est extrêmement important. Et donc pour cela, Renault Trucks a mis une politique de développement extrêmement ambitieuse pour pouvoir répondre à ces défis, avec un objectif donc d'ici 2030 qu'un véhicule sur 2 soit électrique, et d'ici 2040 que 100% de nos véhicules vendus soient électriques. Et pour cela, on a différents axes de travail. Le premier, c'est notre gamme de véhicules. Donc, on a une gamme de véhicules maintenant complète en électrique que vous pouvez voir sur le stand. On vient de sortir le dernier véhicule, donc le véhicule longue distance, et donc on passe du 44 tonnes aux 650 kilos, puisqu'on fait également des véhicules cargo. Donc maintenant, voilà, on propose à nos clients une flotte complète de véhicules électriques. Et par rapport à cette flotte, donc on a déjà 10 millions de kilomètres parcourus avec cette flotte de véhicules électriques, ce qui représente à peu près 10 000 tonnes de CO2 économisées. Alors c'est que le début, on est vraiment tout au début de l'aventure, mais on se met en route pour pouvoir accompagner nos clients sur cette route de la décarbonation. Le deuxième point, c'est un enjeu également sur la circularité, puisqu'on sait que les ressources de la planète sont finies et qu'on se doit de travailler sur la circularité. Et on travaille cette circularité sur 3 axes. Le premier, qui est le plus ancien et le plus connu, c'est la circularité au niveau de nos pièces. On propose des pièces de seconde main depuis pas mal de temps, mais de plus en plus. Donc, on démantèle des véhicules, on assure la qualité, bien sûr, de ces pièces et on remet ces pièces sur le marché. Le deuxième point sur la circularité, c'est de pouvoir donner une seconde vie à nos véhicules, plutôt que nos grands comptes, par exemple, donc avaient l'habitude de rendre leur véhicule neuf, leur véhicule au bout de 3 ans, ce qu'on appelle les buybacks, qui se fait toujours d'ailleurs. Mais on propose à nos clients, plutôt que de racheter des véhicules neufs, de faire repartir ces véhicules sur une seconde vie pour aller jusqu'à 800 000 km. Et on est en train de travailler sur la 3e vie, pour repartir jusqu'à 1 million de kilomètres. Et ça, on a déjà 600 véhicules qui sont sur la route, pour lesquels on a opéré cette seconde vie. Et puis le 3e point, donc c'est une transformation des véhicules. Et là, on change l'usage du véhicule, où on peut passer, par exemple, d'un tracteur à un porteur, sur une seconde vie également. Et ça, ce sont nos collègues de Bourg-en-Bresse. Donc, c'est fait de manière industrielle à l'usine de Bourg-en-Bresse. Et on a entre 300 et 500 véhicules par an qui sont transformés de cette manière. Donc ça, voilà, c'est un peu pour vous donner une idée de la stratégie de Renault Trucks.
Et bien sûr, cette stratégie a un impact en termes de compétences et puis de besoins de recrutement. Donc voilà, on a besoin à la fois de transformer les compétences qu'on a en interne chez nous pour aller vers cette électrification. Donc je dirais que c'est un changement de technologie qui est finalement assez classique. Donc on sait accompagner en interne des collaborateurs vers ces nouveaux métiers. Mais je dirais qu'au-delà de cet accompagnement technologique et ce changement technologique, c'est un changement de paradigme complet. C'est-à-dire que, si vous voulez, on passe d'une entreprise qui vendait des produits et des pièces. Ça, on sait faire. C'est le métier qu'on fait depuis toujours. Et demain, nos clients ont des besoins complètement différents. Donc, c'est vraiment un accompagnement 360 de nos clients qu'on va devoir réaliser et qu'on est déjà en train de réaliser pour pouvoir apporter du conseil, bien connaître leur mode de fonctionnement, connaître leur écosystème, pouvoir les conseiller sur leur tournée et faire bouger tout l'écosystème en même temps. Et ça, c'est complètement différent de ce qu'on a l'habitude de faire. C'est aller aussi vers des services différents. Et pour cela, eh bien, on a mis en place également, on a développé des nouveaux métiers. Et on voit des nouveaux métiers apparaître dans nos organisations, tels que des spécialistes transition énergétique pour vraiment apporter ce conseil, des chefs de projet aussi décarbonation pour accompagner donc le client sur tous les sujets de décarbonation, des responsables infrastructure de recharge pour accompagner vraiment sur l'infrastructure de recharge qui est également tout nouveau pour le client, et puis des personnes qui s'occupent de suivre la qualité des véhicules une fois mis à la route, puisqu'encore une fois, c'est extrêmement nouveau pour le client. Donc voilà, c'est l'accompagnement qu'on propose à nos clients et on accompagne bien sûr nos collaborateurs vers ces nouveaux métiers et on recrute bien sûr en externe puisque ce sont des métiers qu'on n'a pas forcément en interne. Je pense notamment aux infrastructures de recharge, sur des compétences sur lesquelles on n'était pas du tout présent. Merci beaucoup Nathalie. Donc changement de technologie, changement de paradigme, impact sur les compétences, accompagnement du changement. Merci. Donc on a abordé le sujet des véhicules plutôt lourds. Maintenant, j'aimerais aborder le sujet de l'hydrogène. Donc, qu'en est-il côté Symbio? Et donc, je donne la parole à Jean-Baptiste Balif. Merci Caroline. Vous m'entendez là? C'est bon. Alors nous, donc Symbio, c'est un fabricant de piles à hydrogène. Les piles à hydrogène, ce sont pas comme des piles de montre, c'est une petite centrale qui va produire de l'électricité pour des véhicules électriques. Donc l'intérêt de l'hydrogène, c'est que précisément pour les poids lourds en particulier, c'est que ça va permettre de réduire le poids des batteries embarquées. Donc ça, c'est un premier intérêt. L'autre intérêt de l'hydrogène, c'est que ça offre la même souplesse de chargement et d'allonge d'autonomie que le diesel, mais pour des véhicules électriques. Donc la position de Symbio, donc Symbio, c'est une start-up historiquement qui est maintenant devenue un équipementier de rang 1, puisque en 2019 sont rentrés au capital Michelin, Forvia et maintenant Stellantis. Donc juste pour expliquer encore donc ce que fait Symbio et la promesse de valeur, juste pour donner un chiffre, si vous voulez, si pour des véhicules justement des poids lourds de 45 tonnes, en fait, je parle sous votre contrôle, hein, mais moi les chiffres qu'on m'a donnés, c'est qu'il y a à peu près 4 tonnes de batterie. Donc ça veut dire que c'est là l'intérêt de passer à l'hydrogène pour des véhicules électriques, c'est surtout pour du poids lourd. Et Symbio a gagné un contrat de la California Energy Commission pour fabriquer un poids lourd, justement, enfin un système de batterie de piles à hydrogène à partir de 2026 en Californie. Parce que vous comprenez que puisqu'il faut décarboner le transport de marchandises, eh bien, si vous gagnez 10% de charge utile en passant sur de la technologie hydrogène. Donc les marchés de Symbio, c'est donc le poids lourd, le petit utilitaire, la gamme Opel Vivaro, Jumpy Expert, et puis Peugeot Expert et puis enfin et le troisième dont le nom m'échappe évidemment, mais donc toute la gamme de Stellantis. Voilà quels sont nos produits. Donc on a une gamme de piles de 40 kW, on passe à une nouvelle génération de 75 kW. Alors l'impact pour nous est différent du vôtre puisque on est passé de 100 personnes en 2019
À partir de 2019, où on devient équipementier de rang 1 avec comme actionnaire Michelin, Forvia et puis maintenant Stellantis, Symbio est passé de 100 personnes à 750. Donc, ce n'est pas le problème à ce moment-là, ce n'est pas une reconversion des métiers, c'est vraiment du recrutement en fait. Hein. Donc, on en parlera dans la deuxième partie. Mais nous, les problématiques qu'on a, c'est que historiquement, on est sur un front pionnier. En fait, la compétence, elle est développée par l'industriel. La compétence sur la pile à hydrogène, elle est construite chaque jour, puisque ce qu'on comprend du fonctionnement d'une pile est aujourd'hui différent, bien plus avancé que ce qu'on en savait il y a 2 ans, hein. Même si on a aussi 6 millions de kilomètres parcourus par nos véhicules. Alors, je reviens sur le marché, on a évidemment des véhicules on-road, mais on a aussi des véhicules off-road. Tout ce qui est, par exemple, les tracteurs de Gossin pour le matériel aéroportuaire, et puis on rentre sur le marché des forklifts, enfin le nom m'échappe en français. Voilà, donc nos marchés sont, vous l'avez compris, poids lourds, utilitaires, bus, hein, avec Safra. Alors, quand on passe de 100 à 750 personnes, si vous voulez, il faut, en fait, notre problématique, c'est plutôt d'acculturer au fonctionnement de piles à hydrogène des gens qui viennent des métiers de l'automobile, parce que nos métiers, ce sont les métiers de l'automobile, des métiers qui sont déjà en tension en fait. Hein. On a besoin, en fait, le problème c'est pas un problème, mais je veux dire, nos compétences, c'est celles dont on a besoin pour développer des systèmes embarqués. Donc c'est du logiciel, c'est du hardware, c'est des lois de contrôle commande, c'est de l'architecture système, c'est évidemment de la mécanique et de la mécatronique. Mais ces gens, il faut qu'ils comprennent ce que c'est que le système. Donc, or, ces compétences, on les a développées en interne. Aujourd'hui, ce sont les industriels qui développent cette compétence. Voilà nos marchés, voilà nos problématiques, parce que je ne vais pas rentrer dans le détail de comment on y répond, puisque ce sera la seconde partie. Merci beaucoup Jean-Baptiste. Donc électrique, hydrogène, reconversion chez Renault Trucks, accompagnement du changement, insertion dans l'emploi, recrutement chez Symbio avec prochainement une inauguration de la Gigafactory. Olivier Poncelet, donc vous êtes représentant de l'Union TLF, donc on va plutôt parler des transports terrestres. Qu'est-ce que cela évoque pour vous? Donc l'hydrogène, l'électrique. Vous êtes exploitant, utilisateur de ce type de véhicule pour le transport de marchandises notamment, avec des enjeux concernant notamment les choix de flotte de véhicules par rapport à des contraintes réglementaires, etc., par rapport au type de marchandises transportées. Bref, qu'en est-il et quel est l'impact sur l'emploi que vous identifiez à court et moyen terme? Merci Caroline, merci à la PFA pour cette invitation. L'Union TLF, une organisation professionnelle qui représente et fédère 2000 entreprises, à peu près 2/3 dans le transport routier de marchandises, dans la logistique et puis dans l'organisation de transport. On est organisé en délégation régionale, Jean-Christian ici est notre délégué régional Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, évidemment, la question de la transition énergétique est un sujet absolument majeur pour nous. Le principal impact pour les transporteurs de marchandises, c'est que depuis la fin du 19e siècle, on s'était construit autour d'un couteau suisse qui était le diesel. Maintenant, on passe de cette mono-énergie à un mixte énergétique. Et c'est ça le changement fondamental pour les transporteurs, qui a des implications considérables en termes économiques, en termes organisationnels, et puis peu à peu en termes de compétences. En termes économiques, quand on chiffre le surcoût à l'échelle macroéconomique que va engendrer cette transition énergétique. On l'a fait avec le ministère des Transports, avec les autres organisations de transport, avec les énergéticiens. Dans le cadre de la feuille de route de décarbonation du secteur, on chiffre le surcoût à 53 milliards d'euros si on applique le schéma national bas carbone. Donc c'est absolument colossal en termes d'investissement pour l'ensemble des parties, que ce soit public, privé, les transporteurs, leurs clients, etc. À l'échelle micro-économique, c'est-à-dire à l'échelle des entreprises, il y a des surcoûts à peu près à tous les étages, ne serait-ce que pour l'acquisition des véhicules, où on est dans des ordres de grandeur de 1 à 3 quand on parle d'électrique. En termes organisationnels, le sujet principal et majeur qui se pose aujourd'hui, c'est la question des réseaux d'avitaillement, puisque derrière la question concrète pour les conducteurs, pour l'exploitation, c'est comment on va pouvoir assurer la fluidité du transport et de la chaîne logistique. L'Union TLF vient de produire un guide pour aider les transporteurs et les logisticiens à installer des bornes de recharge électriques sur leur site. Donc c'est un sujet absolument important pour nos adhérents. Et donc tout cela a des impacts importants évidemment en termes d'emploi et de compétences.
un des sujets nouveaux pour nous, c'est que autant on gérait du liquide au niveau des pompes, maintenant on va gérer des données avec les bornes. Et donc on a un sujet de compétences autour de la data, en ingénierie autour de la data qui est important, qui peut être en partie internalisé pour un certain nombre d'entreprises. Pour un certain nombre d'entreprises, ce sera moins le cas, et qui du coup est proposé par des solutions. Les solutions dont on parlait tout à l'heure de bornes de recharge, la plupart du temps, elles proposent aussi des solutions de monitoring et de pilotage du système de recharge à travers des tableaux de bord qui sont le plus possible clés en main pour les entreprises. Donc ils installent pas seulement la borne, mais ils aident aussi à l'exploitation à s'en servir au mieux. Et puis les compétences, bien sûr, qui se développent autour des normes de sécurité, ne serait-ce qu'il y a sûrement des transporteurs dans la salle, comprendre les contraintes légales et réglementaires aujourd'hui, c'est déjà un challenge. Je pense qu'on essaye tous de les comprendre au niveau européen, au niveau national, au niveau local, avec les ZFE, avec le zéro artificialisation nette. Donc rien que ça nécessite des compétences importantes. C'est aussi à ça que servent les organisations professionnelles. Mais des connaissances techniques dans tous ces domaines deviennent importantes. Avant de maîtriser ce qu'on vient d'évoquer sur l'hydrogène, évidemment, on est très loin d'avoir une population au sein de nos entreprises qui maîtrise toutes ces considérations qui sont nouvelles. Et donc, on essaie de les accompagner au mieux, et je pense que ce sera l'objet de le deuxième sujet. Merci beaucoup, Olivier. Donc, problématique de recrutement, problématique de reconversion, sur le volet décarbonation, accompagnement du changement, sur le volet sécurité, logiciel, data, que de changements. Monsieur le recteur, Gabriele Fioni, qu'est-ce que cela évoque pour vous, avec les 4 interventions de nos représentants du monde économique? Quelles sont vos réactions, vos analyses par rapport aux grands objectifs de votre région Auvergne-Rhône-Alpes? Quelles sont vos attentes et vos contributions? Et merci madame. Donc si je dois présenter mon entreprise, son job est très simple. On doit former les femmes et les hommes qui nous remplaceront et qui continueront le chemin que nous on a entrepris. Les défis que vous avez tous évoqués sont des défis colossaux. C'est-à-dire un défi vertigineux. Avec les changements dans les dernières années qu'on n'arrivait pas à imaginer. Je vous laisse imaginer, revenez à l'arrière uniquement de 10 ans. À qui vous auriez conseillé de faire de l'électromécanique analogique? Laisse tomber maintenant le monde digital. N'est-ce pas? Maintenant, tout ce qui est électrique, on a besoin de quoi? De la bonne et vieille électromécanique, ok, avec des équations très très simples, ok, V égale RI, et c'est tout. Non, aussi P égale RI carré. Je prends des risques, hein. C'est tellement loin, ok. Tout ça, c'était le passé. On est devant des défis qui, comme vous dites, sont considérables dans des temps qui sont extraordinairement courts. Vous avez vu la présentation. On demande pour 2030, 2035 d'avoir entamé des transformations colossales. Donc, vous avez besoin d'ingénieurs et peut-être de docteurs. OK, si vous me donnez 10 ans, allez, 8 ans, je vous fais un ingénieur avec une thèse. On se voit dans 8 ans? C'est un petit peu tard, non? Donc, et surtout, on a besoin de toute la filière. On a besoin du bac -3, de CAP, parfois, jusqu'au docteur. On a besoin de former donc ces jeunes, mais surtout, on a besoin de réformer énormément de personnes qui ont beaucoup plus d'expérience. Et je ne sais pas, mais avec le temps, je suis de plus en plus indulgent vers les personnes d'un certain âge. Je ne sais pas pourquoi. Et donc, on doit former cet ensemble. Et on doit être attractif. Okay? Quelqu'un disait que l'impossible n'existe pas. Mais c'est un, comment on dit, un nice challenge, un joli défi. Pour cela, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Je pense qu'on s'est vu plusieurs reprises. On a commencé avant.
les campus des métiers de qualification. Et maintenant, on a une accélération. Vous avez vu la carte de France avec l'horrible sigle CMA comme compétences et métiers d'avenir. Si vous faisiez la somme, vous avez quelques centaines de millions d'euros. Et on parle uniquement des transports. Okay? Quand vous regardez tous les domaines, on est bien au-delà du milliard. Et ce n'est pas fini. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Et je pense que c'est là où il faut vraiment, comme on est en train de faire, d'avoir de plus en plus de liens directs entre les besoins des industriels et nos capacités de formation. On est en train de redessiner et réorienter des formations. Des formations, oui, dans les domaines qu'on est en train d'évoquer, évidemment, domaine des transports, qui va du pneumatique à la carrosserie, évidemment à la propulsion, qu'elle soit électrique, directe ou indirecte via un pile à combustible, que soit encore les moteurs thermiques. Je dis toujours, voilà, avec la sagesse, pardon, pas l'âge, on dit toujours, gardons aussi les acquis et les compétences qu'on a sur certaines choses. Et surtout, on a plein de domaines qui sont connexes. Le premier, c'est la production d'énergie. N'oublions jamais, quand dans un pays, vous émettez 800 grammes de CO2 par kilowatt, et ça existe en Europe, ça s'appelle la Pologne, ou quand vous êtes en Allemagne, que vous émettez 500 grammes de CO2 par kilowatt, un véhicule électrique qu'on émet entre 100 et 160 grammes de CO2 par kilomètre. Donc, on a tout un défi en termes d'énergie, de production d'énergie. Et là encore, Auvergne-Rhône-Alpes est à la tête de ça. Vous savez qu'il y a le projet de construire 2 réacteurs nucléaires supplémentaires, 2 EPR au budget. Côté Auvergne-Rhône-Alpes, on est la première région industrielle de France, ne l'oublions jamais, 500 000 emplois, dont vous avez vu 65 000 dans les domaines qui est le vôtre. Et donc, on doit essayer de couvrir tout le spectre avec une accélération et sur laquelle on est en train de travailler beaucoup, c'est tout ce qu'on appelle les traitements statistiques massifs des données. Intelligence artificielle, si vous voulez. Mais c'est tellement inflationné qu'on commence à en avoir assez. Okay? L'intelligence artificielle et la stupidité réelle sont toujours deux phénomènes qui sont connexes. Mais il faut qu'on travaille de plus en plus sur ça. Vous savez mieux que moi que l'efficacité et surtout les nouveaux véhicules passe aussi par les logiciels. Comment on arrive à optimiser l'utilisation du moteur, etc., etc. Donc, bref, je m'arrête là. On a énormément d'actions concrètes. On a le projet REMED, okay, 20 millions d'euros sur 5 ans, qui va du bac-3 au bac+8. Donc, on est là pour vous accompagner. Et surtout, je dis toujours, ces échanges sont absolument essentiels entre les besoins que vous voyez et nous, la capacité de former derrière. Et être attractif, faire rêver les jeunes. C'est absolument essentiel. Ils ne viendront pas si on n'a pas de choses, un rêve à vendre et un rêve qui soit pour eux de plus en plus éthiquement acceptable. Merci, monsieur le recteur. Comme vous l'avez indiqué, le défi est vertigineux dans des temps qui sont extrêmement courts. Ça a été abordé par Marc Mortureux, directeur général de la PFA, avec une nécessité d'adapter, de réorienter les formations dans ce contexte de forte transition, avec des formations de bac-3 à bac+8. Donc, tous les niveaux sont concernés, tous les métiers de l'ensemble de la chaîne de valeur de la filière automobile et véhicules lourds est concernée.
Ce sont 100 millions d'euros aujourd'hui qui sont investis dans le cadre des projets AMI CMA, mais pas que. Vous avez tous abordé vos enjeux, mais également nos enjeux de transformation pour la filière automobile. Et j'aimerais maintenant vous poser une question qui est, maintenant que vous avez dressé donc, les enjeux à votre échelle, quelles sont opérationnellement les actions que vous mettez en place pour accompagner les reconversions professionnelles, pour attirer les talents, là, à court et moyen terme? Et je vais donner la parole tout d'abord à Nathalie. Donc, je confirme effectivement, on a besoin de tous les profils, du bac-3 au bac+8. On a vraiment besoin d'ingénieurs pour accompagner cette transformation, ça c'est clair. Mais on recrute également beaucoup, notamment des mécaniciens qui sont très en tension. Et là, c'est, pour vous donner un chiffre, rien que chez Renault Trucks, et c'est pareil chez tous nos concurrents, c'est 300 mécaniciens et mécaniciennes qui nous manquent dans le réseau Renault Trucks. Et c'est voilà, c'est énorme et c'est autant de besoins sur lesquels on a du mal à répondre à nos clients. Donc c'est vraiment un enjeu de taille en termes d'attractivité, ça c'est clair. Et en termes de féminisation et aussi des métiers, c'est un enjeu important parce qu'on est sur des métiers qui sont extrêmement masculins. Il n'y a qu'à voir Solutrans. J'étais frappée tout à l'heure. Je regardais notre stand dans la salle. Alors, il n'y a pas énormément de monde dans la salle, mais je regardais sur le stand. C'était, je sais pas, 90% d'hommes qui étaient sur notre stand tout à l'heure. Donc, on a un vrai enjeu de féminisation et vu les enjeux d'attractivité, c'est voilà, ça me paraît vraiment essentiel et primordial de donner envie également à des jeunes filles de nous rejoindre. Et moi, je porte deux convictions. Déjà, la première, c'est que il faut embarquer toute l'organisation sur ces enjeux. Aujourd'hui, on est au début de l'aventure, même si effectivement ça va très vite, on a besoin d'accélérer très très rapidement, mais on est quand même tout au début et on a une petite partie de l'organisation aujourd'hui qui travaille sur ces enjeux et qui travaille notamment chez nous sur l'électromobilité. Mais pour moi, il faut donner du sens et je suis d'accord avec vous, il faut faire rêver ou en tout cas raconter des futurs désirables. Parce qu'on est quand même dans un climat qui est extrêmement anxiogène, avec des problématiques climatiques importantes, et on le voit tous les jours, il n'y a qu'à allumer la télé pour s'en rendre compte. Donc on a vraiment besoin d'embarquer nos équipes vers ces futurs désirables, et pour ça, donc on a mis en place par exemple chez nous la fresque du climat, on les engage sur des initiatives qu'on appelle de Planète Championne, pour les rendre acteurs et qui contribuent, quel que soit leur métier, à cette transition. Et ça, c'est extrêmement important et qu'ils soient proches ou moins proches de l'électrification de nos véhicules. C'est important d'embarquer tout le monde. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, je suis convaincue qu'on n'y arrivera pas seul. Donc c'est pas uniquement chacune de nos entreprises qui a à relever ces défis-là, mais c'est vraiment en commun. Et j'étais contente de voir la carte que vous avez montrée pour montrer toutes les initiatives collectives qu'il peut y avoir. Et moi, je pense que c'est en s'associant tous ensemble, privé, public, quel que soit, et je pense que sur ces enjeux, on va essayer qu'il y ait moins de concurrence que sur le terrain commercial. Je pense qu'on a des vrais défis et c'est ensemble qu'on y arrivera. Et donc, voilà, on s'associe également et on a à cœur de s'investir dans des consortiums sur la mobilité décarbonée, sur la maintenance des véhicules à batterie. Et ça me paraît important aussi. Et puis, c'est le soutien à l'enseignement. Et on a également monté des partenariats avec des écoles, avec des lycées techniques, avec des CFA, pour soutenir les écoles, parce qu'on a bien conscience que c'est pas uniquement l'éducation nationale, même si l'éducation nationale doit avoir son rôle, mais je pense qu'on a une responsabilité en tant que constructeur et en tant qu'entreprise privée pour accompagner les écoles. Donc, on le fait via des dons de matériel, que ce soit des camions, des organes, voilà, on prête également des véhicules, des valises de diagnostic, mais aussi en accompagnant et en formant les enseignants. On les accueille dans notre entreprise pour les former, pour qu'ils puissent accompagner les jeunes et puis répondre à nos besoins aussi. Si on veut que les nouvelles générations arrivent formées, il faut qu'on contribue aussi à l'effort. Comme vous disiez, il faut être rapide. Et donc ça, il faut tous qu'on contribue à cet effort-là. Voilà. Et puis on est accompagné aussi par les OPCO, je pense que c'est important de le dire. On citait les budgets et on a donc la chance d'être accompagné par l'OPCO Mobilité, par l'OPCO 2i,
pour aller chercher des fonds tels que le FNE ou le FSE. Et ça, c'est une vraie aide aussi pour accélérer ces transformations. Merci Nathalie. Vous abordiez donc la force du collectif, le montage de consortiums, les relations école-entreprise et donc notamment le renforcement des relations entre le monde académique et donc représenté aujourd'hui par monsieur le recteur et avec les représentants également des entreprises. Qu'en est-il de votre côté, Jean-Baptiste, avec une forte montée en puissance et des forts besoins en recrutement? Qu'est-ce que vous mettez en place pour attirer les talents et pour accompagner sur les nouvelles compétences dont vous avez besoin? Merci Caroline. Oui, alors en fait, la question de la compétence a toujours été au cœur de Symbio, puisque vous l'avez compris, on est sur un front pionnier. Sauf que quand on travaillait à 100 personnes au sein d'une start-up, il y avait déjà Symbio Hydrogène Academy, il y avait un programme, j'allais dire, de compagnonnage qui avait été porté par l'un des fondateurs, qui était très fort, qui permettait à des jeunes ingénieurs de gagner 3 ou 4 ans d'expérience en développant leur propre système. À partir du moment où on passe de 100 à 750 personnes, là, on ne peut plus fonctionner sur ce mode de compagnonnage. Et ça a été la version publique de cette Symbio Hydrogène Academy qui a été un projet financé. Donc, et c'est là où justement on s'est ouvert, parce que quand on s'est retourné à l'extérieur, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de formation disponible pour des opérateurs, pas de formation disponible pour des techniciens, et rien de prêt pour les ingénieurs, comme disait monsieur le recteur, il faut attendre 8 ans. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé un programme donc, financé par l'État et la région, qui s'appelle Symbio Hydrogène Academy, avec des partenaires universitaires, donc les CAM, ici à Lyon, mais aussi les mines de Paris, l'INERIS, et puis des sociétés d'ingénierie, pour mettre à disposition un corpus de formation. Donc là, la cible, c'est plutôt ingénieur. Pour le côté opérateur, là, on a travaillé avec Pôle emploi et on a monté un programme avec l'UIMM, avec l'AFPI, pour former directement nos opérateurs, en fait, en partenariat, en alternance entre l'AFPI et notre site pilote de Vénissieux. Et très rapidement, on a eu de très bons résultats. C'est aussi, ça permet aussi de casser, si vous voulez, des clichés sur le côté technique, les barrières à l'emploi pour aller dans l'industrie, parce qu'on est considéré comme quelque chose de tech. Mais en fait, notre prérequis pour recruter des opérateurs, c'était savoir lire, écrire, compter. Et on avait 100 candidats pour 10 postes. Hein. Donc, il y a là, le point, nous, on ne souffre pas d'un problème d'attractivité. Donc, de ce point de vue, on est chanceux. Donc, voilà ce qu'on a fait pour les opérateurs. On a formé 3 promotions de 10 opérateurs. Ils représentent quasiment un opérateur sur 2 hein, chez Symbio. Donc, côté ingénieur, j'ai parlé du programme. Et en fait, ce qu'on a appris, c'est qu'on s'est découvert une nouvelle mission, en fait, puisque il me semble qu'il y a une nouvelle génération d'industriels qui prend en main la question de la formation, main dans la main avec le monde, les professionnels de la formation, puisqu'il y a, vous le faites, il y a Vercor, l'école de la batterie, il y a la manufacture des talents chez Michelin. Et donc Symbio est le seul opérateur d'hydrogène qui s'est dit, notre formation pour l'interne, c'est aussi pour l'externe. Donc j'ai parlé de ce qu'on a fait à l'externe, mais on s'est rendu compte qu'il y avait un 3e niveau. Donc quand je dis 3e, c'est-à-dire qu'il y a les gens qu'on va former qui sont des gens directement pour nous. On est aussi formateur de formateurs hein, avec le monde universitaire parce qu'en travaillant ensemble, en fait, on s'apprivoise mutuellement. On est formateur de formateurs avec les lycées professionnels dans le cadre du CMQ, dans le cadre de Remède. On va accompagner les enseignants, par exemple, du lycée professionnel de Givors parce qu'ils se disent il faut, OK, l'électrification, on a compris, l'hydrogène, c'est quoi ? Donc, venez chez nous, on va vous montrer ce que c'est. On réfléchit à comment adapter l'enseignement, etc. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait un 3e niveau. C'est un niveau d'éducation, en fait. Parce que l'hydrogène, ça fait rêver, c'est peut-être la prochaine vague, ça fait aussi peur, mais on raconte tout et son contraire. Donc, parce que l'hydrogène vert de la mobilité, en fait, ça n'existe pas aujourd'hui. L'hydrogène, il n'est pas vert et il ne sert pas à la mobilité. Il faut le construire, c'est la raison pour laquelle il y a des investissements massifs. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait un 3e niveau, c'est de l'éducation du grand public. Vraiment, là, il y a un besoin et on va mettre à disposition des e-learning, des formations comme ça, d'éducation du grand public, à la fois sur c'est quoi l'hydrogène vert de la mobilité, parce que ça permettra d'éviter les polémiques stupides. Parce que oui, OK, aujourd'hui, on fabrique plus de tonnes de CO2 pour faire de l'hydrogène, mais c'est pas grave. Enfin, je veux dire, c'est pour ça qu'il faut investir dans l'hydrogène. Et 2e point, il y a aussi la question de la sécurité. L'hydrogène fait peur, alors que
honnêtement, la question, c'est ce qu'on voyait avec les lycées professionnels, la question de l'infrastructure, parce que si on veut former, il faut quand même des bancs. Ça, c'est aussi un vaste sujet. Et en fait, là, donc ça fait tout de suite très peur au monde de l'infrastructure, au monde de l'enseignement, etc. Et en fait, donc c'est aussi notre rôle d'accompagnant vis-à-vis du monde de l'enseignement sur la question de l'infrastructure. Et nos experts disent, mais vous savez, c'est beaucoup moins dangereux que la question de la gestion des gaz dans un hôpital. Hein. Et donc, il faut qu'on éduque aussi les pouvoirs publics à ces questions d'hydrogène, parce que, ok, l'hydrogène brûle, l'hydrogène explose, les batteries brûlent, les batteries explosent, et pourtant, ça fait pas peur, en fait, paradoxalement. Donc, on doit former les compétences chez nous, on est en train de le faire, on est formateur de formateurs, mais on doit être aussi éducateur du grand public. Et moi, ce que je trouve formidable dans cette nouvelle ère, c'est que, justement, on fait ensemble. Et je pense que de ce point de vue, la France est un petit peu en retard, parce qu'on est assez cloisonné, et on a une occasion unique de casser les barrières, de casser les corporatismes, de travailler main dans la main avec les enseignants, industriels, enseignants. Et là, c'est la Formula Student, et d'apprendre en faisant. Et c'est aussi ce projet de Formula Student où on met le faire au cœur de l'apprentissage. Les compétences, nous, on les développe en délivrant des systèmes. Et ben, on dit, pour la formation initiale, c'est la même chose. Donc, vos étudiants, faites-leur des systèmes roulants, des systèmes navigants, des bateaux, mais faites-leur faire quelque chose. Et là, vous allez susciter de l'enthousiasme, de la passion, etc. Et c'est donc ce faire ensemble qui va développer les compétences de demain. Et Formula Student, là aussi, on a un gros retard par rapport au reste de l'Europe. On fait tâche, hein, honnêtement. Et c'est une occasion unique de renverser le modèle un peu académique, c'est pas une insulte, mais le modèle un petit peu théorique, très cérébral, et d'enfin redonner le goût du travail manuel, du faire ensemble. Et voilà, c'est ce qui nous passionne. Voilà. En tout cas, moi, ça me passionne. Merci beaucoup Jean-Baptiste et merci pour la mise à l'honneur également du Formula Student France qui a été lancé en avant-première donc dans la région donc il y a quelques mois. Il sera 100% électrique l'année prochaine, en tout cas on l'espère, et grâce aussi à la collaboration qu'il y a entre le monde académique et le monde industriel et en lien extrêmement fort avec le campus des métiers et des qualifications automobilité. En tout cas, on s'appuie au niveau de l'ensemble des territoires français, donc grands territoires automobiles, sur nos 8 campus des métiers et des qualifications pour développer une offre de formation qui correspond aux besoins des industriels et qui permettra bien évidemment une insertion dans l'emploi facilitée pour les jeunes et moins jeunes générations. Je vais passer la parole maintenant à Olivier Poncelet pour qu'il nous dise quelles sont les actions qui sont mises en place pour attirer et accompagner, attirer les talents, attirer les chauffeurs, attirer également les compétences sur la data, logiciel, etc., sécurité. Donc des actions concrètes que vous développez. Merci Caroline. La filière transport et logistique, compte propre et compte pour autrui, c'est à peu près 2 millions de personnes en France. La branche du transport, c'est 800 000 salariés. Donc, ce sont des filières très fortement pourvoyeuses d'emplois. Et c'est un peu mon premier message, c'est qu'on parle souvent de métiers en tension. En réalité, on recrute déjà beaucoup, puisqu'on crée 30 000 emplois par an. La réalité, c'est qu'on en a besoin d'encore plus. Donc, c'est aussi pour cela qu'on a des problèmes de tension. Qui sont réguliers aujourd'hui et qui vont s'accroître. Pourquoi ? Parce qu'on a une pyramide des âges qui le veut. Et deuxièmement, parce que toutes les transitions qu'on a évoquées, les défis de la réindustrialisation, l'économie circulaire, tous ces défis-là et ces promesses-là, elles vont engendrer mécaniquement une hausse de demande de transport de marchandises. Donc, de fait, on va avoir besoin de demandes croissantes. Ça peut être contre-intuitif, mais la réalité, c'est ça, c'est que tous ces besoins-là vont nécessiter davantage de transport de marchandises à l'avenir, et à moyen et long terme. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que nous faisons ? Alors, le secteur est quand même bien outillé pour aider à promouvoir, valoriser ces métiers et aller chercher l'ensemble des actifs, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. L'AFT, je ne sais pas si vous connaissez dans la salle, qui est un outil de promotion des métiers, a été créé dans les années 50. Donc, c'est pas depuis hier que la filière s'est consolidée. Moi, je vois ce qu'ils font, j'en suis vice-président. La semaine dernière, ils ont fait une semaine porte ouverte. Alors, c'est des recettes anciennes, mais c'est des recettes qui marchent encore, puisque 7000 jeunes ont été accueillis dans des entreprises de transport et de la logistique.
Il développe aussi pour les entreprises des outils clés en main d'aide au recrutement. Donc, c'est des solutions qui peuvent être très pratiques, qui parfois sont assez mal connues des entreprises de transport et de la logistique. C'est à nous de les faire aussi connaître. Donc ça, c'est simplement au niveau de l'AFT. On a cité tout à l'heure l'Opco Mobilité, nos partenaires centres de formation, l'Astral, Promotrans, l'ensemble des lycées professionnels, les Greta qui peuvent exister dans notre pays et qui maillent quand même bien le territoire. La problématique des mécaniciens dont on parlait tout à l'heure me donne une illustration très concrète, puisque dans la région Grand Est, près de Mulhouse, on a créé avec l'Union TLF la région et Pôle emploi, il y a 1 ou 2 semaines, une formation de mécanicien qui a très bien marché auprès de demandeurs d'emploi, et ça s'est fait très très rapidement. Donc on voit encore une fois, je partage totalement les messages qui sont passés aujourd'hui, dès que l'ensemble des acteurs se mettent en musique, travaillent ensemble dans un objectif commun qui est celui de répondre aux besoins identifiés d'entreprises et pas des besoins lunaires, théoriques dans 50 ans, là ça marche. La région a mis 60% du financement, Pôle emploi a mis 40%, et derrière, il y a des emplois à la clé, et évidemment, nos entreprises peuvent ensuite développer leur activité. On en parlait tout à l'heure, les Jeux Olympiques vont être un temps fort aussi pour valoriser nos métiers. C'est important de pouvoir se servir de ce type aussi de moments forts pour mieux faire connaître nos métiers, puisqu'il y a la question de la compétence technique, il y a aussi la question de la méconnaissance de nos métiers, parfois des images qui sont un peu décalées par rapport à la réalité. La filière du transport et de la logistique, c'est 250 métiers, donc c'est une grande variété de métiers. On parle beaucoup des conducteurs parce qu'il y a des besoins en conducteurs qui sont structurels, et pas que en France, hein, c'est partout pareil dans le monde. Mais quand vous rentrez dans la filière, vous pouvez épouser une carrière qui va pouvoir vous emmener dans différents métiers. Il y a une très forte promotion interne dans nos secteurs qui est parfois méconnue et qui est une vraie force. Donc c'est aussi une promesse d'épanouissement pour les gens qui entrent. Et d'ailleurs, l'alternance se développe beaucoup grâce à notamment la réforme qu'il y a eu récemment. Et c'est une source aussi pour nous de faire rentrer des jeunes dans nos métiers et qui puissent ensuite rester tout au long de la carrière. Comme on le voit d'ailleurs souvent, les gens, généralement, quand ils sont dans le transport, ils y restent. Et c'est plutôt bon signe. Donc, il n'y a pas de quoi rougir par rapport à ça. Et puis, fondamentalement, un des messages que je voulais passer aussi, c'est que la transition énergétique, certes, change un certain nombre de compétences. On voit des métiers qui n'existaient pas avant. Je ne pense pas que des transporteurs allaient imaginer créer des emplois d'ingénieurs aussi rapidement. Maintenant, fondamentalement, le propre du métier, des compétences des transporteurs, qui est de savoir s'adapter à différents cas d'usage, à différentes contraintes, à différentes commandes. Et c'est ça la valeur ajoutée d'un transporteur. Ça va rester, quelles que soient les modalités, les énergies qu'on utilise. Aujourd'hui, on est en train de parler de mix énergétique, demain peut-être l'hydrogène, après-demain ce sera peut-être autre chose, mais fondamentalement les caractéristiques, les compétences transversales de nos métiers vont demeurer les mêmes, qui sont être au service des autres secteurs économiques, et c'est aussi ce qui fait la fierté de notre secteur, et ce pourquoi on est convaincu qu'on va continuer à réussir tous ensemble à continuer à recruter. Merci beaucoup Olivier. Transition énergétique, parcours professionnel, métier d'avenir, des mots-clés qui parlent a priori aux jeunes. Et les transformations se font chez nous, il faut qu'on le fasse savoir. Donc, nous allons développer l'attractivité en lien avec nos campus des métiers et des qualifications, en lien avec nos entreprises, en lien avec les différentes académies. Monsieur le recteur, vous avez une réaction par rapport à cela, sujet attractivité? Oui, merci. Vous avez évoqué l'effet d'inviter des professeurs. C'est primordial. C'est-à-dire, c'est très important d'avoir des enseignants qui viennent dans vos entreprises et qui comprennent de quoi vous avez besoin. Autre chose, faire rêver, des portes ouvertes. Et surtout, attention aux parents. Surtout pour des métiers, entre guillemets, de bas niveau, c'est essentiel de convaincre les parents que c'est à leurs enfants de choisir. Ok, il y a beaucoup de parents qui forcent quasiment des étudiants de partir dans l'université et après on a 50% d'échecs. Quand vous passez devant une université, vous les regardez, ceux qui sont en première année, à la moitié n'arrivera jamais à la licence. Je ne parle pas du doctorat, hein. Je parle de la licence. Vous avez souligné
vous deux, vous avez souligné l'importance, je dirais, d'un écosystème et de travailler ensemble pour être effectifs, pour attirer et donner un sens aux jeunes. Je viens d'une petite ville de l'Italie du Nord, où on a un petit constructeur de motos, un fabricant de motos, s'appelle Ducati. Vous faites 5 km, il y a un fabricant de tracteurs agricoles qui a commencé à construire des voitures parce qu'un autre fabricant de voitures a refusé de lui vendre une voiture. Et s'appelle Lamborghini. Vous faites 10 km maintenant et vous avez un autre petit fabricant de voitures qui s'appelle Maserati. Et quand vous faites encore 5 km, vous avez le fabricant qui a refusé de vendre une voiture à ces fabricants de tracteurs. Je ne te vendrai jamais l'une de mes voitures, et s'appelait Dino Ferrari. Quand vous allez dans ces écosystèmes, vous avez énormément de jeunes qui rêvent de faire de la mécanique, qui rêvent peut-être de devenir ingénieur un jour. Et tous ces fabricants-là, comment on peut dire, ne se tirent pas dans les pattes. Ils savent très bien qu'il n'y a aucun problème. Nous tous sommes en train d'arroser un champ qui va nous nourrir tous ensemble. Si on ne le fait pas, on va tous mourir. Donc ça, c'est quelque chose d'absolument essentiel et on a les outils pour. Je vais corriger ce que je dis. Si vous avez besoin d'un docteur, vous pouvez les récupérer beaucoup plus vite. La ministre de l'Enseignement supérieur vient d'annoncer qu'elle va renforcer les systèmes de chiffres des thèses en entreprise. Vous pouvez avoir quelqu'un que vous avez pendant 3 ans dans vos laboratoires et que probablement vous pouvez garder. Okay, avec un financement de l'État qui est conséquent. Je parle aussi des apprentis. Okay, vous avez vu la montée en puissance des apprentis. Là, c'est une manière extraordinaire que nous on observe pour limiter l'échec, avoir des jeunes qui sont extrêmement motivés, que vous pouvez, entre guillemets, tester et fidéliser. C'est quelque chose qu'il faut qu'on utilise à fond. Okay, c'est vraiment des mesures qui sont là pour vous accompagner et vous aider. Je pense que c'est la seule manière d'accélérer et d'y arriver. Juste un petit warning, quand vous prenez un docteur, vous savez que la moitié des doctorants, plus que la moitié des doctorants en France, sont étrangers. On n'a pas suffisamment de Français qui veulent le faire. Si c'est un Européen, je dirais il n'y a pas de problème. Si ça vient d'autres pays, éventuellement, demandez au service qui vérifient, surtout quand ce sont des jeunes qui sont issus des pays asiatiques, je ne sais pas lesquels, par exemple. Voilà. Regardez bien que vos compétences, comment on peut dire, soient valorisées en France. Je n'ai rien dit, je ne sais pas de quoi je parle, entre autres. Merci beaucoup, monsieur le recteur. Donc, effectivement, vous parliez d'apprentissage ou d'alternance plus globalement. Juste vous préciser que durant les 5 dernières années, la filière automobile, donc amont plus aval, a développé l'apprentissage de plus de 50% par rapport à l'année 2018. Et donc, notre objectif est bien de poursuivre cette progression puisque l'apprentissage est un véritable levier d'insertion dans l'emploi et de pérennisation de l'emploi derrière. Donc, nous arrivons au terme de cette table ronde. Je vais, si vous le souhaitez, donc laisser la parole à la salle s'il y a quelques questions. Y a-t-il une question ? Sinon, je vais donc remercier l'ensemble de nos intervenants pour leurs interventions très riches. Merci beaucoup. Et je vous souhaite à tous un très bon salon Solutrans. Merci. Merci.